France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'hebdo consacré à l'actualité des territoires ultramarins. À la une, cette semaine marquée par les 10 ans des attentats de Paris, des témoignages à suivre à La Réunion. Et puis en marge de la COP30, nous parlerons érosion côtière en Nouvelle-Calédonie. L'île d'Ouvéa est particulièrement touchée. A tout de suite. Mais d'abord, au terme de sa première visite en Nouvelle-Calédonie, la ministre des Outre-mer a annoncé ce vendredi une consultation sur l'accord de Bougival en février, soit avant la modification constitutionnelle. Durant son séjour, Naïma Mutchou a rencontré notamment les forces politiques et sociales impliquées dans ce dossier d'évolution statutaire du Caillou. On fait le point avec Gervais Nitieux. S'il y a une chose à retenir de la visite de 5 jours de la ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie, c'est sans doute cette annonce. Les Calédoniens seront amenés à se prononcer par consultation sur l'accord de Bougival. C'était prévu dans le processus, mais ce sera avant l'examen du projet de loi constitutionnel. Redonner la parole aux Calédoniens dans un moment de tension, parce qu'on est dans un moment de tension, dans un moment difficile, où les choix politiques ne sont pas toujours compris. Redonner la parole dans un exercice démocratique, voilà la voie légitime qui peut être entreprise. Et les partis se sont mis d'accord là-dessus. D'après Naïma Mutchou, cette consultation devrait se tenir avant fin février 2026. L'accord de Bougival est historique. Il devrait permettre la création d'un État de Nouvelle-Calédonie. Le FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, rejette ce texte et interpelle la ministre des Outre-mer. S'agissant de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, Madame la ministre, êtes-vous prête à vous inscrire pleinement dans le processus constitutionnellement garanti par l'accord de Nouméa, c'est-à-dire le chemin vers la pleine souveraineté du pays? Personne ne remet en cause, et certainement pas moi, les accords de Nouméa et ce que disent les accords de Nouméa. Le processus de décolonisation se poursuit. La ministre des Outre-mer précise que la poursuite du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie est inscrite dans le préambule de l'accord de Bougival. Le Parlement doit être réuni en congrès à Versailles pour constitutionnaliser ce texte signé en juillet dernier. À Mayotte, après plusieurs jours de fermeture liées à des violences entre bandes rivales, le lycée des Lumières a rouvert ses portes en 2 temps cette semaine. Une reprise des cours sous haute surveillance, forces de l'ordre et parents d'élèves ont été mobilisés. Elles se font appeler les mamas sacrées, comme pour dire qu'elles ont été massacrées par la perte d'un enfant. Des mères de famille se sont réunies, place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, pour une chaîne humaine contre la violence. Violence dont elles se disent victimes, unies dans leur peine, plus fortes ensemble. Alexandre Ouda, Bruno Panciovillon. Une chaîne humaine dont les maillons sont composés de ces mères de famille, souvent jugées et ostracisées par une société qui les condamne avec facilité. C'est le message fort qu'ont voulu véhiculer celles qui se surnomment les mamas sacrées. Christiane est la mère d'un artiste bien connu de Bémao qui a perdu la vie il y a 3 ans lors d'un déplacement en Martinique. On dira que la douleur partira petit à petit, mais on n'oubliera pas. Et en tant que maman, je dirais qu'on peut avoir 10 enfants. Chaque enfant est différent et chaque enfant, on les aime. Et l'un ne remplacera jamais l'autre. Pour Gitane, cela fait 7 ans que le chagrin lié à l'assassinat de son fils, véritable figure du monde de la moto en Guadeloupe, est présent. Une terrible douleur qu'elle arrive à surmonter grâce au soutien des autres mamas sacrées. C'est vraiment douloureux pour une maman de pouvoir vivre cette situation. Et je voudrais que ça s'arrête. Nous sommes des mamans victimes, mais de jour d'aujourd'hui, nous sommes debout. Et pour pouvoir dire non, il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut que nous avançons. Un message en accord total avec la volonté de l'organisation. C'est important de se rassembler et de pouvoir échanger. Voilà. Et que le peuple doit pouvoir arriver à un moment donné à comprendre véritablement que tout le monde n'est pas fait pareil. Et qu'il y a des gens en fait, qui arrivent déjà à des situations extrêmes et qui ne prennent pas les mêmes décisions. Et tout au long de la matinée, ces mamas sacrées ont généreusement distribué du sirop pays, symbolisant la douceur qu'elles souhaitent diffuser au sein de notre société.
Cette semaine a été marquée par un terrible anniversaire, celui des 10 ans du 13 novembre 2015. Ce soir-là, 3 commandos terroristes semaient la mort à Paris et dans sa périphérie. 132 personnes ont été tuées, plusieurs centaines blessées. 10 ans plus tard, un policier et un gendarme de La Réunion, en service cette nuit-là, ont accepté de nous partager leurs témoignages. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Géraldine Blandin et Florence Bouchou. Ils ne se connaissent pas, mais pourtant ils ont vécu tous les deux les attentats du Bataclan le vendredi 13 novembre 2015. À l'époque, Henrik est gendarme dans un groupe d'intervention en mission à Paris et David, policier à la BAC 75. On n'est pas rentré dans les détails tous les deux, mais on n'a même pas besoin de rentrer dans le détail puisqu'on sait déjà ce qu'on a vécu. Et effectivement, il y a ce lien entre nous deux. Cette nuit-là, Henrik est à l'extérieur du Bataclan, David, lui, à l'intérieur. Mais tous les deux voient la même chose, des corps et des vies brisées. Quelque chose que j'ai pas pu me débarrasser, c'est l'odeur du sang. Ça, c'est quelque chose qui me suit. Donc, quand je bricole, je me blesse, l'odeur du sang, l'odeur du fer. Je me rappelle surtout aussi, moi, de l'atmosphère pesante. On avait l'impression que quelque chose tombait sur nous, et vraiment de lourd. Et je me rappelle de cette atmosphère-là. Et puis après, les images, hein, les choses qu'on voit qui sont choquantes. Moi, j'ai le souvenir du personnel hospitalier, les pompiers qui étaient très, très, très choqués. Donc moi, je pars du principe qu'un médecin du SMUR qui arrive, qui est choqué... Henrik a depuis quitté la gendarmerie, il est devenu formateur. S'il a changé de vie, il n'oublie pas pour autant cette nuit-là. Moi, maintenant, je suis ultra vigilant. Je vais regarder les portes de secours, je ne vais pas me mettre dans la foule, je vais me mettre à l'extérieur. Parce que c'est des trucs qui sont liés à ça. Et... moi, j'ai plus de vigilance par rapport à ça et c'est des choses qui m'ont marqué. David, lui, est resté policier et est revenu à La Réunion. Mais cette nuit-là reste encore sa mission la plus marquante et la plus choquante. Ce soir-là, il a eu peur. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé un coup de téléphone à mon épouse pour lui dire au revoir. David, comme Henrik, ont terminé leur mission au Bataclan le lendemain en fin de matinée. Quelques heures plus tard, ils reprenaient déjà le service, une manière peut-être d'échapper à ce qu'ils venaient de vivre. Cette nuit blanche restera à jamais gravée dans leur mémoire. Près de 200 bénévoles mobilisés dans une vaste opération de nettoyage des plages. C'était à Saint-François, en Guadeloupe. Pour l'occasion, ils n'ont pas hésité à se jeter à l'eau. Une opération, vous allez le voir, salutaire. Marilyn Plaisir et Rémi de France. Vue du ciel, le bleu de l'océan semble translucide et sans impureté. Mais ces plongeurs ont une mission, épurer les fonds marins. Car à 3 mètres de profondeur, gisent des déchets en tout genre, remontés ici à la surface. Les encombrantes trouvailles sont débarquées en fin de matinée. Donc une batterie qu'on a trouvée sur le chenal à la sortie de la marina. Voilà. Des dizaines de kilos de déchets toxiques en moins dans la mer. Un geste pour sauver les coraux. Mais tout reste encore à faire. Les mouvements du sable font que le déchet s'enfonce dans le sable. Donc il aurait fallu avoir un système pour pouvoir les repérer, mais sous la surface. À terre, les éboueurs d'un jour aussi ont fait le grand ménage. Plus bas dans les sous-bois, Yanni ne compte plus les sacs de déchets. 10 ans déjà qu'elle ratisse les lieux. Au début, c'était quand même pire, hein, c'était bien pire, parce qu'il y avait tous les frigos, il y avait des pare-chocs de voitures, il y avait des portières de voitures. Les gens venaient déposer leurs portières de voitures, là, il faut le savoir. Les pollueurs d'hier ne sont donc plus les pollueurs d'aujourd'hui. Mais ici, les déchets se comptent par milliers. Du fil de fer, énormément de plastique essentiellement, hein, des petits déchets plastiques, des cotillons, parce qu'il y a beaucoup d'anniversaires sur cet espace naturel. Les gens accrochent des ballons aux branches d'arbres, ils repartent sans, donc en fait tous ces petits restes de fêtes. Sous les eaux et sur terre, en quelques heures, près de 600 kilos de rebut ont été acheminés vers la déchetterie. Enfin, alors que la COP30 sur le climat se poursuit à Belém au Brésil, on se penche sur une problématique fréquente en Outre-mer, la montée des eaux. La Nouvelle-Calédonie lutte contre le phénomène. L'île d'Ouvéa est particulièrement touchée. Les habitants se mobilisent pour en limiter les impacts. Reportage Clarisse Rouillet-Watoué et René Molly. On la surnomme l'île la plus proche du paradis. Mais la montée des eaux représente une grande menace pour elle. D'année en année, la plage de sable blanc qui fait sa beauté perd du terrain comme ici à Banouch.
Rachel, habitante de cette tribu du centre, constate les effets de ce phénomène climatique. Quand il y a des cycloniques, c'est là qu'on voit vraiment la montée des eaux, c'est-à-dire quand c'est les vagues. Là, quand ils se cassent, après, ça, tu vois, ça s'écroule presque sur la route, tu vois. Et c'est comme ça, puis après, ça redescend. Mais c'est vrai que depuis qu'on est là, on a moins de sable. Une des solutions qui limiterait les impacts de la montée des eaux, c'est cette barrière naturelle appelée fascine de coco. Elle est constituée de branchages, de feuilles de cocotier, un projet encore en phase test. Ce dispositif est piloté sur l'île par le syndicat d'initiative. À la suite d'un appel à projet, cette entité communale a bénéficié d'un fonds de plus de 9 millions de francs alloué par le programme régional océanien de l'environnement. Au programme également, le reboisement du littoral. 8 pépiniéristes locaux ont déjà été identifiés. Le but de chaque pépiniériste, c'est de grandir 1000 pots, 1000 plants, pour qu'après le syndicat avec un fonds alloué donc pour repayer, redistribuer les fonds en payant ces pots-là et en les redistribuant avec les associations. Ces arbres-là qui étaient debout il y a un peu plus de 2 ans, aujourd'hui avec l'effet de l'érosion et de la montée des eaux, on va dire qu'ils sont morts. Et donc du coup, nous au niveau de la mairie, on a dû réagir en installant ces pieux-là pour pouvoir freiner l'effet de l'érosion. Ici à Mouly, c'est le cimetière de la tribu qui est directement menacé. Installation de ces pieux, enrochement. Pour faire face aux impacts de la montée des eaux, la mairie d'Ouvéa en a fait une priorité. Sur une période d'à peu près d'une dizaine ou une quinzaine d'années, il faut compter à peu près une centaine de millions, rien que pour l'enrochement. Et pour les solutions comme on a actuellement au niveau du cimetière de Mouly, donc les solutions dites douces fondées sur la nature, il faut compter à peu près moins de 500 000. Collectivités et habitants sont conscients que rien ne peut stopper la montée des eaux, mais ils œuvrent au quotidien pour limiter les dégâts de ce phénomène climatique. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.